Je m'appelle Delphine Aumont. J'ai 33 ans. Et le matin où mon mari m'a tendu les clés d'une voiture neuve avec un nœud rouge sur l'antenne, je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai remercié. Je suis partie travailler avec les vitres ouvertes parce que l'habitacle sentait encore la concession, cette odeur de plastique neuf et de tissu jamais assis, et je me disais que c'était la meilleure odeur du monde. Je n'avais aucune idée qu'un homme que je n'avais jamais rencontré était, à ce moment précis, en train de se tenir dans une baie de garage à 20 minutes de là. Je n'avais aucune idée qu'il regardait quelque chose sous le capot de cette voiture et que ses mains s'étaient mises à trembler. Je n'avais aucune idée que la voiture qu'Étienne m'avait achetée, celle qu'il appelait un cadeau, celle qu'il m'avait tendue avec ce sourire particulier qu'il a quand il veut qu'on lui en soit reconnaissante, n'allait pas survivre à l'autoroute. Je ne savais rien de tout ça. Pas encore. Je veux que tu restes avec moi jusqu'au bout de cette histoire. J'ai besoin que tu comprennes ce que ça faisait d'être debout dans cette entrée ce matin-là. J'ai besoin que tu saches qui j'étais avant que le téléphone sonne. Parce que si tu ne sais pas qui j'étais, le reste ne va pas avoir de sens. Avant d'aller plus loin, si quelque chose dans ce début t'a déjà touché, si ça pèse quelque chose en toi là maintenant, appuie sur le bouton s'abonner et sur le pouce avant qu'on continue. Laisse un commentaire et dis-moi d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Je les lis tous, je te le promets vraiment. Maintenant, laisse-moi te ramener au début. J'ai grandi à Périgueux, en Dordogne, dans le quartier du Toulon, le genre de rue où il y avait toujours au moins une chose dans chaque cour qui n'aurait pas dû être là. Un vieux tracteur sur parpaing, une machine à laver sous un auvent en tôle, un chien attaché à une chaîne et qui n'avait jamais vraiment de nom. On n'était pas la famille la plus dans le besoin de la rue, mais on n'en était pas loin non plus. Mon père, Bernard, était maçon. Il partait sur des chantiers dans le Massif central, et on ne le voyait pas pendant 3 semaines d'affilée. Ma mère, Yvette, était aide-soignante à la maison de retraite Les Pins Dorés, des doubles journées pour la plupart de mon enfance. Elle rentrait avec les mains abîmées par le gel et s'endormait dans le fauteuil avant que le dîner soit terminé. J'avais un frère aîné, Mathieu, qui est parti à Bordeaux à 19 ans et qu'on n'a plus vraiment vu. Il appelait parfois, pas souvent. La maison après ça était du genre de silence qui t'apprend des choses que tu n'as jamais demandé à savoir. Il t'apprend à être petite, à ne pas avoir besoin de grand-chose, à être reconnaissante pour ce qui arrive parce que tu sais combien de temps peut passer avant que quelque chose d'autre arrive. Mon père est rentré d'un chantier à Aurillac quand j'avais 9 ans et m'a rapporté un vélo. De deuxième main, repeint à la bombe en rouge brique, légèrement irrégulier par endroits où le métal avait des bosses. Il me l'a tendu comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, sans explication, et il m'a dit « C'est pareil que neuf si tu regardes pas de trop près. » J'ai roulé sur ce vélo jusqu'à ce que les roues ne veuillent plus tourner. Et je me suis dit que c'était pareil que neuf. Je me suis dit ça de beaucoup de choses pendant très longtemps. C'est la phrase que mon enfance m'a donnée. C'est pareil que neuf si tu regardes pas de trop près. Et je l'ai porté dans l'âge adulte comme un outil, comme un mécanisme pour tenir, comme quelque chose d'utile, alors que c'était une cage. J'ai eu une bourse partielle pour l'université de Bordeaux. Partielle. La différence, je la couvrais avec un job de 20 heures par semaine dans la reprographie du campus, debout devant une machine qui sentait le toner chaud, les doigts tailladés par le carton épais, en gardant tous mes justificatifs pour des achats que je ne pouvais pas toujours me permettre. Je suis sortie avec une licence en communication et à peu près 40 € de marge sur mon compte courant, et une capacité certaine à faire paraître les choses plus solides qu'elles n'étaient. J'ai trouvé un poste dans un cabinet de recrutement médical. Coordinatrice. Rien de glamour, rien qui faisait se pencher les gens en avant dans les dîners. Mais c'était à moi. J'avais construit quelque chose avec mes propres mains, mon propre temps, mes propres choix. Chaque appartement où j'avais vécu, chaque voiture avant le SUV blanc, chaque facture que j'avais payée, c'était moi. Moi sans que personne me tende quoi que ce soit avec un nœud dessus. Et si tu as déjà été la personne qui tient tout ensemble en silence, celle dont tout le monde suppose qu'elle va bien parce qu'elle ne dit jamais le contraire, alors je crois que tu comprends déjà tout sur qui j'étais quand je suis entrée dans ce mariage. Je crois que tu sais exactement comment quelqu'un comme moi peut finir par remercier quelqu'un pour un cadeau qu'elle n'était jamais censée survivre. Si ça résonne quelque part, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Appuie sur j'aime,
Abonne-toi, parce que cette histoire n'est pas finie et j'ai besoin que tu sois là pour la suite. Étienne. J'ai rencontré Étienne Moreau lors du dîner d'anniversaire d'une amie commune. J'avais 28 ans. Il en avait 34. Épaules larges, cheveux bruns avec du gris aux tempes qu'il laissait pousser stratégiquement. Le genre d'homme qui donne à tout le monde dans la pièce l'impression d'avoir toute son attention, même quand la pièce est pleine. Il venait de Lyon. Son père était dans l'immobilier commercial. Il avait cette aisance particulière des gens à qui on n'a jamais dit qu'ils prenaient trop de place. Il m'a fait me sentir choisie. C'est le mot. Choisie. Comme si, parmi toutes les personnes auxquelles il aurait pu s'intéresser, j'étais celle qui en valait la peine. Pour quelqu'un qui avait passé toute son enfance à apprendre à avoir besoin de moins, être choisi, c'était comme de l'air. On s'est fréquenté 18 mois. Il a demandé en mariage à la table de ma cuisine. Pas de restaurant, pas de mise en scène, juste nous deux et un dîner qui refroidissait, et lui qui faisait glisser une bague sur la table comme si c'était la chose la plus simple du monde. J'avais adoré ça. J'adorais qu'il n'en fasse pas un spectacle. J'aurais dû faire plus attention à la facilité avec laquelle il pouvait allumer et éteindre le spectacle. Camille Forestier travaillait au cabinet depuis environ 1 an avant que je comprenne vraiment qui elle était. 36 ans, originaire de Nantes, fille d'une médecin généraliste et d'un professeur de philo, ce qui veut dire qu'elle avait grandi dans une maison où les émotions se nommaient et s'analysaient et se discutaient au dîner comme des devoirs. Elle avait une fille de 5 ans qui s'appelait Léa, et une capacité dévastatrice et naturelle à voir les gens exactement pour ce qu'ils sont. La première fois que Camille et moi on a vraiment parlé, je veux dire vraiment parlé, pas le genre machine à café et salle de réunion, c'est parce qu'elle a frappé à ma vitre dans le parking à 7h45 du matin et qu'elle m'a dit « Je t'ai regardé arriver 3 matins de suite en portant tout toute seule. Je voulais juste savoir si ça allait. » Je lui ai dit que oui, ça allait. Elle a dit « Oui, c'est bien ce que je pensais. » Et elle est montée côté passager, et on est resté là 20 minutes, et elle m'a parlé de son divorce, et moi, je lui ai parlé de rien, parce que je n'étais pas prête. Mais en rentrant ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Comme si quelqu'un m'avait vue. Étienne n'aimait pas Camille. Il n'a jamais dit ça directement. Il était trop prudent pour ça. Mais il avait des petits commentaires. Elle a l'air d'avoir beaucoup d'avis sur tout. Elle n'a pas une fille à aller chercher à la crèche, elle. Des petites coupures précises que je rangeais quelque part et que j'essayais de ne pas trop regarder. Je rangeais beaucoup de choses que j'essayais de ne pas trop regarder. Il y avait un deuxième téléphone. Je l'avais vu une fois, un dimanche matin, posé sur le bord du lavabo pendant qu'Étienne était sous la douche. J'étais restée à le regarder environ 4 secondes. Quand il est sorti, il avait disparu. Je lui en avais parlé le soir même. Il m'avait dit que c'était un portable professionnel, que son cabinet lui avait demandé d'avoir une ligne séparée pour un nouveau client. Il m'avait répondu calmement, complètement, avec une explication déjà intégrée dans la réponse, comme si elle l'attendait là depuis le début. Je me suis dit, pareil que neuf si tu regardes pas de trop près. C'est qui j'étais ce mardi matin quand il m'a guidée jusqu'à l'entrée avec ce sourire particulier. C'est qui j'étais quand je l'ai serré dans mes bras et pris les clés et suis partie dans une voiture dont je ne savais pas qu'elle était censée me tuer. Je me suis garée dans le parking du cabinet à 8h37. Je suis restée 1 minute à sentir les sièges, plus doux que les anciens. La console était propre. Le tableau de bord affichait un plein parfait. Je pensais déjà au trajet du retour. À 8h47, mon téléphone a sonné. Numéro que je ne reconnaissais pas. Indicatif 94. Une voix d'homme, grave, mesurée. Quelqu'un qui avait décidé exactement ce qu'il allait dire avant de composer le numéro. C'est bien Delphine Aumont ? J'ai dit oui. Je m'appelle Marcel Roux. Je suis mécanicien. Je fais des expertises pré-livraison pour quelques concessions autour d'Ivry. Et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi là maintenant. Et j'ai besoin que vous me preniez au sérieux. Il a marqué une pause. Une seule. Ne démarrez pas ce moteur. Pas avant que j'ai pu regarder cette voiture. J'ai senti ma main se serrer sur le téléphone. J'ai dit « Quelle voiture ?» Il a dit « La blanche que votre mari vient de vous acheter. » Je suis restée dans ce parking 4 minutes après avoir raccroché. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge du tableau de bord tout le temps. 8h48, 49, 50.
51. J'ai regardé les chiffres changer et je n'ai pas bougé. Le moteur était coupé. Je l'avais coupé la seconde où Marcel avait dit « Ne démarrez plus ». Une partie animale de mon cerveau qui avait réagi avant que le reste se réveille. Je veux te dire que j'ai immédiatement compris ce que ça signifiait. Je veux te dire que j'ai fait le lien tout de suite, que j'étais lucide et certaine et claire. Mais la vérité, c'est que ma toute première pensée, c'était qu'il y avait un rappel constructeur, un défaut d'usine, quelque chose que la concession avait raté et que ce mécanicien avait trouvé. Ma première pensée, c'est qu'Étienne avait acheté par accident une voiture dangereuse et que cet homme nous rendait service. Je suis restée avec cette pensée environ 90 secondes. C'était une pensée confortable. C'était une pensée qui gardait tout à sa place. Et puis j'ai pensé au deuxième téléphone. Et puis j'ai pensé au papier d'assurance. 8 mois avant ce matin-là, Étienne était rentré avec un dossier et l'avait posé sur la table de la cuisine après le dîner, pendant que je chargeais le lave-vaisselle. Il m'avait dit que c'était des documents de refinancement. Il m'avait dit que les taux avaient bougé et que son conseiller avait trouvé une meilleure position pour nous, que c'était assez standard, mais qu'il avait besoin de ma signature à quelques endroits. Il me les avait présentés rapidement, là, et encore là. Et j'avais signé là où il y avait les petites languettes adhésives, parce que je lui faisais confiance, et parce que le lave-vaisselle tournait encore, et parce qu'il avait déjà tout expliqué, et je ne voulais pas avoir l'air de ne pas lui faire confiance en lui demandant de recommencer. Assise dans ce parking, avec le numéro de Marcel Roux encore chaud sur mon écran, je pensais à ces languettes. À comment je n'avais jamais vraiment lu ce qu'il y avait sur ces pages. À quelle efficacité Étienne s'était déplacé à travers elles. J'ai appelé Camille. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. J'ai dit « J'ai besoin que tu viennes dehors. Je suis dans le parking. Quelque chose s'est passé et je peux pas le dire à l'intérieur. » Elle n'a pas posé de questions. 40 secondes plus tard, elle était à ma vitre dans sa robe portefeuille bordeaux, et j'ai déverrouillé, et elle est montée, et je lui ai tout dit. Le nom de Marcel, ce qu'il avait dit, les mots exacts, ne démarrez pas ce moteur. La façon dont sa voix sonnait, pas panique, quelque chose de pire que la panique, stable. La façon dont quelqu'un parle quand il a vu une chose clairement et qu'il se force à la dire à voix haute quand même. Camille a écouté sans interrompre. C'est un de ses dons. Elle ne remplit pas tes silences avec ses propres réactions. Elle laisse la chose atterrir avant de répondre. Quand j'ai terminé, elle m'a regardé un long moment. Elle a dit « Dis-moi que tu ne vas pas trouver une explication à ça. » J'ai dit « Je sais pas encore ce que c'est. » Elle a dit « Moi si. » Et ensuite, elle a dit ce que je n'attendais pas. Ça fait 3 mois que je sais que quelque chose ne va pas. Je savais pas comment te le dire. Elle a plongé la main dans son sac fourre-tout et en a sorti son téléphone. Elle l'a ouvert sur une capture d'écran qu'elle avait enregistrée, une publication publique sur les réseaux sociaux, une femme que je ne reconnaissais pas, identifiée dans un restaurant à Lyon. La date de la publication remontait au mois de novembre dernier, le week-end où Étienne m'avait dit que c'était une conférence client. Je me souvenais de ce week-end. J'avais fait une soupe parce qu'il faisait froid, et je l'avais mangée seule à la table de la cuisine, et j'avais été contente qu'il fasse bien sa carrière. La femme sur la photo riait de quelque chose hors cadre. Elle avait l'air détendue et chaleureuse. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit de ne pas regarder de trop près. J'ai fixé la photo. Je n'ai pas ressenti ce que j'aurais cru ressentir. Pas la montée brûlante de la jalousie, pas l'effondrement que j'aurais peut-être prédit. J'ai ressenti quelque chose de plus silencieux et de plus effrayant. Comme une pièce où quelqu'un vient d'allumer toutes les lumières d'un coup. J'ai dit « Tu penses que ça dure depuis combien de temps ?» Camille a dit « C'est pas la femme qui me fait peur là maintenant, c'est la voiture qui me fait peur. » Elle l'a dit doucement. Elle l'a dit de la façon dont on dit quelque chose quand on a besoin que l'autre l'entende vraiment et qu'on sait que le dire plus fort n'aidera pas. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Pas encore la ligne de frein sectionnée, pas encore la forme complète de ce dans quoi j'étais assise, mais la direction. La direction générale et terrible de ce que j'étais en train de vivre. Je veux te poser une question là, parce que c'est le passage de cette histoire qui m'est resté le plus longtemps. Pas la peur, pas même la colère, mais ça.
Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui utilise la forme exacte de ta confiance contre toi? Est-ce que tu as déjà réalisé que quelqu'un avait étudié comment tu aimes, comment précisément et complètement tu aimes, et s'en était servi comme d'un plan? Parce que c'est ce avec quoi j'étais assise dans ce parking. Pas qu'Étienne avait fait quelque chose de terrible, mais qu'il avait eu besoin de très bien me connaître pour le faire de cette façon-là, précisément. Mets ça dans les commentaires. Dis-moi si tu as déjà ressenti ça. Je les lis tous, vraiment. On a pris la voiture de Camille pour aller à l'atelier de Marcel. C'était à Ivry-sur-Seine, dans une rue que j'avais dû longer des dizaines de fois sans jamais m'y arrêter. Un de ces petits bâtiments en tôle ondulée qui ont l'air d'avoir toujours été exactement là, entourés de gravier et de cette odeur particulière de cambouis et d'air froid. Marcel attendait dehors quand on a tourné dans l'entrée. Un homme imposant, large d'épaules, dans sa combinaison de travail marine, avec son nom brodé sur la poche poitrine. Il avait un chiffon rouge replié dans la poche gauche qu'il sortait et repliait sans arrêt, sans essuyer quoi que ce soit. Juste quelque chose à faire avec les mains. Il m'a serré la main. Sa poigne était prudente, comme s'il me ménageait déjà. Il m'a montré les photos sur son téléphone d'abord. Il me les a présentées lentement. Voilà la ligne, voilà où elle se situe, voilà la coupure. Il a utilisé le mot coupure, simplement, sans insistance, comme un médecin qui utilise un mot quand il a décidé que la chose la plus douce est d'être direct. Il m'a montré l'angle, l'emplacement, la raison pour laquelle ça ne lâcherait pas immédiatement, pourquoi j'aurais pu rouler plusieurs jours, peut-être une semaine, avant que la pression chute suffisamment. Il m'a montré ce que ça donne, un freinage d'urgence sur autoroute sans liquide de frein. Il a dit « Je suis désolé d'être celui qui vous dit ça, mais je pouvais pas ne pas appeler. » Je lui ai demandé s'il pouvait dire quand ça avait été fait, avant que la voiture soit sur le lot ou après. Il a dit qu'il ne pouvait pas l'affirmer avec certitude. Il a dit que ça avait été fait avec quelque chose de précis, quelque chose de délibéré. Il a dit délibéré de la même façon qu'il avait dit coupure, simplement. Je me suis tenue dans cette baie de garage et j'ai regardé les photos et j'ai senti le froid remonter à travers le sol en béton jusque dans la semelle de mes bottines et j'ai pensé au matin, au sourire d'Étienne, au nœud rouge sur l'antenne qui s'était déjà à moitié décollé dans le vent, à comment j'avais roulé jusqu'au bureau avec les vitres ouvertes parce que la voiture sentait le neuf. J'avais été tellement contente de cette odeur. Camille a passé un appel depuis le parking en gravier pendant que je restais assise côté passager dans sa voiture, la portière ouverte et les pieds au sol. Elle avait un contact dans un cabinet d'assurance via ses clients. Elle tirait des fils pour vivre. Elle comprenait comment les documents se connectaient à d'autres documents, et elle était très, très bonne à ça. Je la regardais à travers le pare-brise, marchant lentement en cercle, la main libre bougeant de cette façon qu'elle a quand elle traite des informations plus vite qu'elle ne le montre. Elle a été au téléphone 22 minutes. Quand elle est revenue, elle s'est plantée à la portière ouverte et m'a regardé un moment avant de parler. Juste un moment. Comme si elle décidait comment tenir la phrase suivante. Elle a dit « Delphine, il a souscrit une assurance vie sur toi. 750 000 €. Il y a 8 mois. Elle est à ton nom. » Le lave-vaisselle qui tourne, la table de la cuisine, le dossier, les petites languettes adhésives. Signe juste là où il y a les languettes, c'est du refinancement. J'ai pensé au vélo, rouge brique, à la bombe, légèrement irrégulier sur les bosses. C'est pareil que neuf si tu regardes pas de trop près. J'avais regardé ailleurs toute ma vie. J'avais été formée à regarder ailleurs, par mon père, qui voulait bien faire, par une enfance qui récompensait la petitesse, par un mariage qui m'avait précisément choisi parce que j'avais tellement d'entraînement à accepter la surface des choses. Et voilà ce que je veux que tu comprennes de ce moment-là. Ce n'était pas dramatique. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise dans ce siège passager avec les pieds sur le gravier et le froid qui entrait, et j'ai regardé mes mains, mes petites mains, la cicatrice sur l'index gauche, laissée par le massicot de la reprographie bordelaise, les ongles courts sans vernis, et j'ai senti quelque chose se déplacer. Pas se briser, se déplacer. Comme une pièce où quelqu'un ouvre une fenêtre peinte fermée depuis des années. L'air n'entre pas d'un coup. Il entre lentement, froid et réel, et tu le sens avant de pouvoir le nommer.
J'ai pensé aux documents. J'ai pensé au deuxième téléphone. J'ai pensé au week-end de novembre et à la soupe que j'avais mangée seule. J'ai pensé à toutes les petites choses que j'avais rangées quelque part et que je m'étais dit de ne pas regarder de trop près. J'ai pensé à tout ça, assise dans le gravier devant l'atelier de Marcel Roux, dans une rue d'Ivry que j'avais longée des dizaines de fois sans m'arrêter. Et puis j'ai pensé, je ne vais plus regarder ailleurs. J'ai pris mon téléphone. Mes mains étaient stables, je l'ai remarqué. Stables et froides. Je n'ai pas appelé Étienne. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé un nom que j'avais enregistré un jour sur la recommandation d'une ancienne collègue, sans savoir vraiment pourquoi je l'avais gardé. Maître Sophie Andréani, avocate en droit de la famille. J'ai appuyé sur appel. Maître Andréani a décroché à la 3e sonnerie. Je lui ai dit mon nom. Je lui ai dit que j'avais besoin de venir aujourd'hui, que ça ne pouvait pas être demain, et que j'avais quelque chose qu'elle devait entendre en entier avant de décider si elle pouvait m'aider. Elle ne m'a pas demandé de résumer. Elle a dit « Vous pouvez être là à 14 heures ?» J'ai dit oui. Elle a dit « N'allez pas chez vous d'abord. Ne déplacez rien dans l'appartement. N'envoyez aucun message que vous ne voudriez pas vous voir lu à voix haute dans une salle. » Elle l'a dit de la même façon que Marcel avait dit coupure, simplement, sans drame, comme quelqu'un qui a appris que la clarté est sa propre forme de soin. J'ai dit « D'accord ». Elle a dit « À tout à l'heure ». Je suis restée avec le téléphone sur les genoux un moment après qu'elle a raccroché. Camille s'était appuyée contre le capot de sa voiture, me laissant de l'espace, me regardant avec ses yeux noirs rapides qui avaient toujours l'air d'avoir 4 secondes d'avance sur la conversation. J'ai regardé Marcel. Il se tenait près de la porte du garage avec le chiffon rouge dans les mains, sans partir, sans s'imposer. J'ai dit « Est-ce que vous seriez prêt à noter ce que vous avez trouvé ? À garder les photos en lieu sûr ?» Il a dit « C'est déjà imprimé. Le rapport est tapé depuis ce matin. J'attendais que vous le demandiez. » Je ne sais pas pourquoi ça m'a un peu défaite. Pas la ligne de frein, pas l'assurance vie, même pas la capture d'écran de novembre. C'est cet homme, cet inconnu aux mains pleines de cambouis qui ne me devait absolument rien, qui avait déjà préparé un rapport parce qu'il savait que j'allais en avoir besoin, qui avait déjà pensé pour moi avant même que je sache que j'avais besoin de quelqu'un pour penser. J'ai serré les lèvres et je lui ai fait un signe de tête et il m'en a rendu un et ça suffisait. Parfois c'est toute la conversation. Je ne suis pas rentrée à l'appartement. Camille m'a emmenée chez elle, dans son appartement du 13e. Ça sentait la bougie à la lavande qu'elle gardait sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, et les crayons de Léa, et le café qui avait traîné un peu trop longtemps dans la cafetière. Léa était à la crèche. L'appartement était silencieux de la façon chaude, pas de la façon froide. Je me suis assise à la table de cuisine de Camille, et elle a posé une tasse de café devant moi, et s'est installée en face, et elle n'a rien demandé. On a tout passé en revue ensemble. Chaque document que j'avais signé, chaque déplacement d'Étienne, chaque fois que les finances avaient été abordées et qu'il m'avait réorienté ailleurs. Chaque petite chose que j'avais rangée quelque part et que je m'étais dit de ne pas trop regarder. Camille prenait des notes sur un bloc-notes légal qu'elle avait sorti de son sac de travail. Elle écrivait vite, dans son écriture serrée et compacte, en posant des questions précises sans jamais commenter. Elle n'a pas dit « je savais bien » ou « je te l'avais dit » ou aucune des choses auxquelles elle aurait eu droit de dire. Elle m'a juste aidé à construire l'image. Quand on a eu fini, le bloc-notes avait 3 pages recto-verso couvertes. J'ai regardé ces 3 pages et j'ai pensé à combien de temps j'avais vécu à l'intérieur de cette histoire sans savoir que j'y étais. J'ai retrouvé Maître Andréani à 14 heures, dans un cabinet au 4e étage d'un immeuble du 6e arrondissement. Elle avait la cinquantaine, les cheveux poivre et sel coupés courts, des lunettes à fine monture dorée sur une chaîne, le genre de femme qui a tout entendu et qui écoute encore comme si c'était la première fois. Elle m'a laissé parler sans m'arrêter pendant 17 minutes. Ensuite, elle a posé 4 questions, chacune plus précise que la précédente, et à la 4e question, j'ai compris qu'elle avait déjà cartographié la forme de ma situation de l'extérieur et qu'elle remplissait maintenant l'intérieur. Elle a dit « L'assurance vie, combinée à la situation du véhicule, va présenter un intérêt considérable pour les autorités judiciaires.
Je veux que vous le compreniez. J'ai dit que je comprenais. Elle a dit, vous allez devoir être très patiente et très silencieuse pendant un certain temps. Vous en êtes capable? J'ai pensé à toute ma vie. J'ai dit, c'est ce que j'ai toujours fait le mieux. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes un moment et elle a dit, cette fois, ça va travailler pour vous et non contre vous. Je suis rentrée chez Camille dans sa voiture. Je ne pouvais pas rentrer à l'appartement. Pas parce que maître Andréani me l'avait interdit, mais parce que l'appartement lui-même avait changé de nature. C'était la même adresse, les mêmes pièces. Étienne serait là vers 19 heures, attendant le dîner, ou au moins une présence, attendant que tout soit exactement comme il l'avait arrangé. Et je n'étais pas capable d'être une personne qui franchirait cette porte et se comporterait comme si elle ne savait pas ce qu'elle savait. Je n'étais pas faite pour ce genre de performance précis. J'avais passé toute ma vie à ne pas être ça. J'ai envoyé un message à Étienne depuis le canapé de Camille. Je lui ai dit que je restais chez elle, que j'avais une migraine et que je ne voulais pas conduire. Il m'a répondu avec un emoji cœur et les mots « Repose-toi bien chérie, je te garde quelque chose à manger ». Je suis restée à regarder ce message longtemps. L'emoji, le mot chérie, la chaleur appliquée, l'intimité de commande, et en dessous, si je me laissais sentir en dessous, le fait froid de ce qu'elle recouvrait. J'ai posé mon téléphone face contre le coussin à côté de moi. Camille est sortie de la chambre de Léa, où elle faisait le coucher, et s'est installée à l'autre bout du canapé avec une couverture sur les jambes et n'a rien demandé. On a regardé quelque chose à la télévision que ni l'une ni l'autre ne suivait vraiment. Vers 22 heures, elle a dit « Tu prends mon lit, moi je prends le canapé ». Je lui ai dit que le canapé m'allait très bien. Elle a dit « Delphine, prends le lit ». Alors je l'ai pris. Je me suis allongée dans le lit de Camille dans le noir, et j'ai regardé le plafond et j'ai pensé au matin. À l'entrée de l'immeuble, au froid qu'il faisait et aux nœuds rouges qui se décollaient déjà dans le vent, et à comment j'avais pensé, debout là, que c'est ce que ça faisait d'être prise en charge. J'ai pensé à ce que prendre soin de quelqu'un ressemble vraiment. Marcel Roux, debout dans une baie de garage où il n'avait aucune obligation de s'arrêter, regardant quelque chose sous le capot d'une voiture qui n'était pas son affaire. Imprimant des photos, tapant un rapport, attendant que je demande. Voilà ce que prendre soin de quelqu'un ressemble. Je me suis endormie en pensant à la différence. Le lendemain matin, j'ai appelé la brigade de répression. De la délinquance astucieuse à 8h15. J'étais encore chez Camille. J'avais le rapport imprimé de Marcel dans les mains. Il l'avait déposé la veille au soir, sans qu'on le lui demande, glissé dans une enveloppe dans la boîte aux lettres de Camille, avec un message qui disait seulement « C'est là quand vous en avez besoin ». J'avais la carte de maître Andréani dans la poche de mon manteau. J'avais les 3 pages de notes de Camille sur le bloc-notes légal. Si tu t'es déjà tenu au bord d'une décision dont tu ne peux pas revenir, si tu as déjà tenu ton téléphone en sachant que le moment où tu passes cet appel, ta vie se divise en avant et en après, alors tu sais ce que ces 30 secondes-là ont ressemblé. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine de Camille et je regardais le parking en bas, et je pensais à toutes les façons dont je pouvais encore ne pas faire ça, toutes les explications qui m'étaient techniquement encore disponibles. Le défaut d'usine, le malentendu, la coïncidence. Et puis j'ai pensé à l'autoroute, à ce que Marcel m'avait montré, la trajectoire, la chute de pression, la défaillance des freins à vitesse. J'ai pensé au trajet du retour que j'attendais avec impatience. Les sièges plus doux que les anciens, le plein parfait, le tableau de bord propre. J'ai passé l'appel. L'officier qui a pris mon appel était méthodique et prudent. Il m'a demandé de venir dans l'après-midi. Il m'a dit d'apporter tout ce que j'avais. Il m'a dit de ne pas contacter mon mari. Voilà ce que je ne savais pas quand j'ai passé cet appel. Ce qu'aucune de nous ne savait, ni moi, ni Camille, ni maître Andréani. La dette privée d'Étienne, les 190 000 € qu'il devait à un prêteur privé, avait déjà attiré l'attention du parquet national financier, qui enquêtait sur ce prêteur dans le cadre d'une affaire de fraude distincte. Le nom d'Étienne figurait dans des documents qui avaient déjà été signalés. La voiture, l'assurance vie, mon appel à la brigade, c'était un fil. Et quand on tire le bon fil, tout ce qui y est attaché vient avec. Mais je ne savais pas encore tout ça.
Ce que je savais, c'est que j'étais debout dans la cuisine de Camille, avec les vêtements de la veille et le rapport imprimé d'un mécanicien dans les mains, et que je venais de faire la seule chose à laquelle j'avais mis toute ma vie à trouver le courage. J'avais regardé la chose en face, tout, sans détourner les yeux. Cet après-midi-là, assise en face de l'officier dans une salle qui sentait la moquette ancienne et le néon, j'ai tout posé sur la table dans l'ordre que maître Andréani m'avait conseillé. L'assurance vie d'abord. Ensuite, le rapport et les photos de Marcel. Ensuite, les détails de l'achat, en liquide, contact privé, contrôle technique contourné. Ensuite, la capture d'écran de Camille. Ensuite, les documents financiers que j'avais commencé à extraire de mes mails avec l'aide de maître Andréani la nuit précédente. Les traces qui ne correspondaient pas à l'histoire de refinancement qu'Étienne m'avait racontée. L'officier est resté silencieux un long moment après que j'ai terminé. Il a regardé les documents, puis il m'a regardé. Il a dit « Madame Aumont, je tiens à vous dire, vous avez bien fait de venir. » J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, parce que ces mots étaient petits pour ce qu'il m'avait fallu pour arriver à cette chaise. J'ai acquiescé. J'ai croisé les mains sur mes genoux. La cicatrice sur mon index gauche a capté la lumière au néon. Et je suis rentrée chez Camille et j'ai attendu. Attendre, c'est un travail à part entière. Ça a une texture, un poids. J'ai nettoyé la cuisine de Camille parce que j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains. J'ai aidé Léa avec un puzzle, 48 pièces, une scène de ferme, des poules au premier plan, et j'ai ressenti l'étrange normalité de mettre les petites choses à leur bonne place. Léa me montrait quelle pièce allait où, avec l'autorité de quelqu'un qui a fait ce puzzle 70 fois et te considère comme une invitée dans son expertise. Si tu as déjà été en train de vivre la semaine la plus effrayante de ta vie, et qu'un enfant de 5 ans t'a tendu une pièce de puzzle en te regardant comme si tu étais la chanceuse qui a le droit de la placer, tu sais qu'il est possible de ressentir deux choses complètement différentes en même temps. La terreur et la gratitude. Le deuil est quelque chose qui ressemble presque à la paix. Camille est venue se tenir dans l'encadrement de la porte de la cuisine et nous a regardés. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé avec ses yeux noirs rapides et elle a souri. Pas un sourire heureux, un sourire stable. Celui qui dit « Je te vois, je suis encore là, continue ». J'ai placé la dernière pièce. Léa a dit « Bien joué » avec une sincérité totale. J'ai dit « Merci Léa ». Elle était déjà passée à autre chose. Ce soir-là, seule dans le lit de Camille encore, j'ai pensé à Étienne dans notre appartement, se déplaçant entre les pièces, préparant le dîner qu'il avait proposé de me garder, regardant son téléphone, jouant la soirée ordinaire d'un homme qui n'a pas encore compris que le fil a été tiré. J'ai pensé à qui il était sous la performance. J'avais aimé quelqu'un, sincèrement, pendant 4 ans. Cette personne, la vraie, celle qui vivait derrière le sourire, je ne la connaîtrai probablement jamais vraiment. Et c'était son propre deuil particulier. Pas le mariage, pas le danger, mais le ne pas savoir. La possibilité que l'homme que j'avais aimé soit une construction, et que quelque part à l'intérieur de cette construction, il y ait une personne qui avait eu trop peur d'être réelle et avait choisi quelque chose de monstrueux plutôt que quelque chose d'honnête. Je ne lui ai pas pardonné pour autant, mais je l'ai tenu. Je l'ai laissé être compliqué, parce que la vérité n'est jamais une seule chose. Et j'en avais fini, définitivement, complètement fini, de ne regarder que la surface. Ils ont arrêté Étienne un mardi, 11 jours après le matin où il m'avait tendu les clés dans l'entrée, avec le nœud rouge qui se décollait dans le vent. 11 jours. Je les ai comptés de la façon dont on compte les choses quand on attend quelque chose qu'on ne contrôle pas, silencieusement, en privé, comme un petit rituel qui donne une forme au temps. J'étais au travail quand c'est arrivé. Assise à mon bureau dans l'open space, une barre de céréales à moitié entamée à côté de mon clavier, en train de vérifier des rapports de placement pour un client du secteur hospitalier. Le mardi le plus ordinaire possible. Camille était de l'autre côté de la pièce en communication, un doigt pressé contre l'autre oreille de la façon qu'elle a quand elle écoute vraiment. Les néons faisaient ce que font les néons. Tout était exactement comme d'habitude. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Le numéro de maître Andréani. Elle a dit « C'est fait,
Ce matin, je voulais que vous la preniez par moi. J'ai reposé le téléphone sur le bureau très doucement, comme si c'était quelque chose de fragile. J'ai regardé le rapport de placement sur mon écran. Les mots ont cessé d'avoir un sens pendant un moment. Juste des formes, juste des marques. Puis ils sont revenus. J'ai pris ma barre de céréales. J'en ai mangé un morceau. Je l'ai mâché. Camille a apparu au bord de mon bureau 30 secondes plus tard. Elle avait vu mon visage de l'autre côté de la pièce. Elle voit toujours mon visage de l'autre côté de la pièce. Elle s'est assise dans la chaise vide à côté de mon bureau et n'a rien dit. A juste posé sa main brièvement sur mon avant-bras, puis l'a retirée. C'était tout. C'était suffisant. Étienne m'a appelé depuis le commissariat cet après-midi-là. J'étais assise à la table de notre appartement. Mon appartement, l'appartement dans lequel j'étais finalement rentrée, seule, pour commencer à comprendre ce qui était à moi et ce qui ne l'était pas, ce qui m'appartenait et ce qui avait été agencé autour de moi comme des meubles. J'avais été en train de parcourir le tiroir à dossiers dans le bureau d'Étienne, lentement et soigneusement, avec les conseils de maître Andréani, en documentant tout avant que quoi que ce soit puisse être déplacé ou disparaître. Mon téléphone s'est allumé sur la table avec son nom. Je l'ai regardé sonner. Je veux te dire ce que ça faisait. Regarder son nom s'allumer sur mon écran depuis un commissariat. Ça ne ressemblait pas à une victoire. Je veux être très honnête là-dessus parce que je crois qu'il existe une version de cette histoire où je suis censée me sentir triomphante dans ce moment, où la musique enfle et la femme lésée regarde la justice arriver avec le dos droit et les yeux secs. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie fatiguée. Profondément, précisément fatiguée. Le genre qui vit dans la poitrine et derrière les yeux. Le genre qui n'a rien à voir avec le sommeil. J'ai senti le poids de 4 ans. J'ai senti le poids de chaque papier que j'avais signé sans lire, de chaque question que je n'avais pas posée, de chaque matin où je m'étais réveillée à côté de quelqu'un dont je croyais connaître le visage. Et sous la fatigue, autre chose. Quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de mots. J'ai laissé sonner jusqu'au bout. Je suis restée à la table de la cuisine dans le silence. Le tiroir à dossiers était encore ouvert dans la pièce à côté. Dehors, le chien du voisin aboyait après quelque chose qu'il ne pouvait pas atteindre. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre de la cuisine, à cet angle bas d'automne qui fait ressembler tout à la photographie de soi-même. J'ai pensé à Étienne. Pas à l'homme qui avait acheté la voiture, mais à celui que j'avais vu la première fois à travers une table de dîner, certain, chaleureux, l'homme qui donnait à tout le monde l'impression d'avoir toute son attention. J'ai pensé à la demande en mariage à cette même table de cuisine. La bague qui glissait sur le bois. Son visage quand j'avais dit oui. J'ai pensé à ce que Camille m'avait dit un jour, tôt dans notre amitié, à propos de sa sœur qui était restée trop longtemps dans un mariage que tout le monde voyait aller mal. La partie la plus difficile, ce n'est pas de partir. C'est de faire le deuil de quelqu'un qui est encore vivant et qui n'a jamais tout à fait été qui tu croyais. Je comprenais ça maintenant dans mon corps. Pas seulement dans ma tête. Je me suis levée. Je suis allée à la fenêtre de la cuisine et je me suis tenue là un moment à regarder la cour. Le marronnier qui perdait ses feuilles sur la clôture arrière chaque automne. Le carré de jardin le long du mur sud que j'avais planté et qu'Étienne n'avait pas arrosé une seule fois. Petite preuve. Le genre qui ne veut rien dire seul et qui veut tout dire ensemble. Puis je suis retournée au tiroir à dossiers et j'ai continué. Ce qui a émergé dans les jours suivants, à travers maître Andréani et les officiers, et finalement une enquêtrice du parquet national financier qui m'a appelé un jeudi matin avec une voix mesurée et prudente, c'était la forme complète de ce qu'Étienne avait construit. La dette privée, 190 000 € dus à un prêteur qui était déjà sous le regard de la justice financière pour fraude, l'achat en liquide de la voiture via un contact sans trace écrite de la transaction. L'assurance vie que j'avais signée sans le savoir. Et sous tout ça, un investissement immobilier parallèle qui s'était effondré 14 mois plus tôt et avait tout emporté avec lui. Il vivait à l'intérieur d'un immeuble en feu depuis plus d'1 an et ne me l'avait pas dit. Il avait calculé des sorties, j'en étais une. L'enquête du parquet national financier a intégré le dossier d'Étienne dans son enquête existante. Son prêteur privé était un fil qui se connectait à d'autres fils.
La voiture est devenue une pièce à conviction. Le rapport et les photos de Marcel sont devenus une partie d'un dossier bien plus vaste que tout ce que j'avais compris quand j'étais debout dans cette baie de garage, à regarder des photos de lignes de frein sur le téléphone d'un mécanicien. Maître Andréani m'a appelé après avoir échangé avec l'enquêtrice du PNF et m'a dit « J'ai besoin que vous compreniez que ce que vous avez fait, vous être présenté quand vous l'avez fait, avec ce que vous aviez, a accéléré quelque chose qui était déjà en mouvement. Vous n'avez pas seulement vous protégé, vous avez tiré sur quelque chose. Je suis restée longtemps avec ça. Je ne me sens pas héroïque pour autant. Je me sens comme une femme qui a failli prendre l'autoroute dans une voiture construite pour lâcher et qui ne l'a pas prise. Parce qu'un inconnu avec un chiffon rouge et 30 ans de mémoire musculaire s'est arrêté devant un véhicule qui n'était pas son affaire et n'a pas pu détourner les yeux de ce qu'il voyait. La marge était aussi mince que ça. Elle l'est encore quand j'y pense. Et j'y pense. Le récit public a évolué de la façon dont les choses évoluent dans une ville comme Paris, où tout le monde finit par être connecté à tout le monde par 2 ou 3 degrés d'histoire commune. J'ai appris les choses par Maître Andréani d'abord, puis par des fragments qui me parvenaient de seconde main. Une collègue qui avait croisé Étienne lors d'un événement professionnel, une voisine qui posait des questions prudentes, finalement une femme du cabinet d'Étienne qui m'a appelée, avec des excuses, pour me dire que les gens parlaient et qu'elle voulait que je sache que ceux qui comptaient connaissaient la vérité. Je l'ai remerciée. Je le pensais. Je n'ai pas célébré. Je veux être claire là-dessus. Il existe une version de ce genre d'histoire où la personne lésée peut se tenir dans la lumière des conséquences de l'autre et en ressentir la satisfaction. Et peut-être que certaines personnes y ont accès et que c'est réel et que c'est mérité. Pour moi, ça ressemblait surtout à me tenir au bord d'un très grand trou et à le regarder et à comprendre pour la première fois exactement à quel point j'avais failli tomber dedans. Ce n'est pas un sentiment qui laisse beaucoup de place à la célébration. Ce qui laisse de la place, c'est à la gratitude. Spécifique, nommée, adressée. Marcel Roux m'a envoyé une carte environ 3 semaines après que tout a commencé à se défaire. Une carte ordinaire, le genre qu'on trouve au tabac du coin, avec un paysage sur la couverture, des montagnes, ce qui semblait juste d'une façon que je n'aurais pas su expliquer. À l'intérieur, dans l'écriture soignée d'un homme qui n'écrit pas beaucoup de cartes, il avait écrit « Ma femme est morte parce que quelqu'un ne s'est pas arrêté. Je suis content de m'être arrêté. Prenez soin de vous. » C'était tout. Je l'ai lu debout devant ma boîte aux lettres dans la rue, et j'ai dû rentrer avant de pouvoir arriver à la voiture. Je me suis assise sur les marches de l'entrée, et je l'ai relu 2 fois, puis je l'ai mise dans la poche de mon manteau, et je l'y ai gardé 2 semaines, de la façon dont on garde quelque chose qu'on n'est pas prête à poser. Sa femme, Isabelle, 12 ans plus tôt. Une défaillance de frein sur la N113, entre Montpellier et Nîmes. Un contrôle technique raté. Un mécanicien qui n'avait pas regardé assez longtemps. Il avait passé 30 ans à ne pas pouvoir détourner les yeux des choses que les autres dépassaient sans s'arrêter. Et un matin ordinaire, dans une baie de garage où il n'avait aucune raison particulière de s'attarder, cette incapacité avait sauvé ma vie. Je pense à l'architecture de ça. À la façon dont le deuil d'une personne, porté soigneusement pendant 12 ans, est devenu la survie d'une autre. À la façon dont les choses se connectent à travers le temps, de manière qu'on ne peut pas voir depuis l'intérieur. J'ai appelé Marcel pour le remercier correctement. Il est resté silencieux un moment après que j'ai terminé, puis il a dit « Vous auriez fini par le voir. » J'ai dit « Je ne sais pas si c'est vrai. » Il a dit « Bah, ça n'a plus d'importance maintenant. » Il avait raison. Ça n'a plus d'importance maintenant. Camille et moi avons déjeuné la semaine suivante au restaurant Thaï 2 rue du Cabinet, où on allait tous les 15 jours depuis 2 ans. On s'est installé dans la même banquette que d'habitude, on a commandé les mêmes choses que d'habitude, et quelque part au milieu, entre la soupe et le plat, elle m'a regardé de l'autre côté de la table et elle a dit « Tu sais ce à quoi je n'arrête pas de penser ?» J'ai dit « Dis-moi ». Elle a dit « Je n'arrête pas de penser à ce matin dans le parking, quand tu m'as appelé et tu m'as dit « Viens dehors, je peux pas le dire à l'intérieur ». J'ai déjà été la personne de référence de quelqu'un, mais je n'avais jamais été la personne de référence de quelqu'un dans un moment comme ça. Je veux que tu saches que je suis contente que tu m'aies appelé. Je l'ai regardé.
Cette femme qui s'était assise dans un parking et avait écouté sans interrompre. Qui avait passé un appel de 22 minutes, qui avait mis au jour l'assurance vie. Qui avait gardé une capture d'écran sur son téléphone pendant 3 mois parce qu'elle n'arrivait pas à la supprimer et n'arrivait pas à me la montrer avant que je sois prête. J'ai dit « Je suis contente de t'avoir appelé aussi ». Elle a acquiescé. Elle a repris sa cuillère. Puis elle a dit « La prochaine fois que tu épouses quelqu'un, je peux juste faire un entretien préliminaire? Une conversation. Je nous fais gagner tellement de temps à toutes les deux. » J'ai ri. Un vrai rire, celui qui part de quelque part de bas et remonte sans permission. C'était la première fois que je riais comme ça depuis des semaines, et c'était comme quelque chose qui se desserre dans la poitrine, quelque chose qui avait été serré depuis le matin dans l'entrée, qui commençait lentement à relâcher son emprise. Si tu as déjà eu une amie qui pouvait te faire rire au milieu de la saison la plus difficile de ta vie, pas en prenant les choses à la légère, mais en te rappelant que tu es encore là, que la personne qui rit est encore présente. Alors tu sais exactement ce que Camille a fait pour moi dans cette banquette. Certaines personnes arrivent dans ta vie comme la preuve que tout le monde ne joue pas un rôle, que certaines personnes sont simplement, complètement, sans réserve là. Camille Forestier est ça pour moi. Je ne le prends pas à la légère, je n'ai pas l'intention de le faire. Si cette histoire t'a fait penser à quelqu'un dans ta vie qui s'est montré pour toi dans un moment où il n'avait pas à le faire, qui a vu quelque chose que tu ne pouvais pas voir toi-même et te l'a dit quand même, qui a gardé la capture d'écran, qui a passé l'appel, qui a imprimé le rapport avant même que tu demandes, appuie sur j'aime. Abonne-toi si tu n'es pas encore là, parce que ce genre de présence mérite d'être témoignée. Et la tienne aussi. Maintenant, laisse-moi te dire comment ça s'est terminé. Maître Andréani m'a aidé à commencer le processus de me séparer des structures financières qu'Étienne avait construites autour de moi. Ça a pris du temps, le genre de temps qui avance en incréments juridiques, en demande de documents et délais de réponse, et lettres soigneusement formulées. Mais ça avançait. Des choses qui semblaient permanentes se sont révélées être des arrangements. Des choses qui ressemblaient à des fondations communes se sont révélées être la construction d'une seule personne, à l'intérieur de laquelle l'autre vivait sans avoir les plans. J'ai commencé à comprendre mes propres finances pour la première fois depuis 4 ans. Ce que je gagnais, ce que je possédais, ce qui était vraiment à moi. Il y a quelque chose à la fois humiliant et clarificateur dans ce processus. Voir les vrais chiffres sans le récit de quelqu'un d'autre superposé par-dessus. Mon propre compte courant avec ses 2400 € avait semblé presque rien quand je me tenais à côté de la gestion confiante d'Étienne sur tout le reste. Regardé seul, il ressemblait à un commencement. J'ai traversé l'appartement pièce par pièce sur plusieurs semaines, en comprenant ce que je gardais et ce que je laissais. Le canapé, que j'avais choisi. La table de cuisine, qui était celle d'Étienne. Le marronnier dans la cour, qui n'appartenait à personne et nous survivrait à tous les deux de plusieurs décennies. Le carré de jardin le long du mur sud, que j'avais planté et qui reviendrait au printemps indépendamment de tout ce qui s'était passé à l'intérieur de l'appartement. Ça semblait important d'une façon que je n'aurais pas su formuler. Le jardin qui n'en savait rien. Qui faisait simplement ce que font les jardins. Je ne suis plus la femme qui signe là où on lui dit de signer parce que le lave-vaisselle tourne et qu'elle ne veut pas avoir l'air de douter. Je ne suis plus celle qui range les questions dans un tiroir intérieur et appelle ça de la confiance. Ce n'était pas de la confiance. C'était l'habitude d'une enfance qui m'avait appris que regarder de trop près était une forme d'ingratitude. Mon père voulait bien faire. Je le crois entièrement. Il m'a rapporté ce vélo rouge et il m'a donné ce qu'il avait. Une façon de tenir dans un monde qui ne tient pas toujours ses promesses. Mais la phrase qu'il m'a donnée avec, je l'ai portée trop loin, dans des pièces où elle n'avait pas sa place, dans une signature sur une table de cuisine un soir où le lave-vaisselle tournait. Il y a une différence entre survivre à ce qu'on ne peut pas changer et accepter ce qu'on devrait regarder en face. Je l'apprends. Lentement, concrètement, dans l'ordre des petites choses quotidiennes. Ça ressemble moins à une révélation qu'à un réapprentissage, moins à un moment de bascule qu'à une série de matins où je choisis, encore, de garder les yeux ouverts. Le jardin va revenir au printemps. Il ne saura rien de ce qui s'est passé. Il fera simplement ce qu'il a toujours fait, pousser vers la lumière sans demander la permission. Je crois que je peux faire ça aussi.